Andrew Garfield dans le rôle de Sam Altman. Le film s'appelle Artificial. Il rejoue la nuit où le conseil d'OpenAI a viré son patron, puis l'a repris 5 jours plus tard. Projection test déjà faite, réaction chaude, et le 19 juin, Amazon l'a lâché. Épisode: Amazon enterre le film sur Sam Altman. Chapitre 1: Le film qu'on ne verra peut-être pas. Un studio abandonne une œuvre presque finie et n'explique pas vraiment pourquoi. Reprenons la scène parce qu'elle est plus étrange qu'un simple report. Le film s'appelle Artificial, signé Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name, un cinéaste qu'on ne range pas au rayon des tâcherons. Un drame à la social network sur OpenAI, tourné à San Francisco et en Italie, terminé de filmer en octobre 2025. Andrew Garfield joue Sam Altman, Monica Barbaro incarne Mira Murati, Yura Borisov devient Ilya Sutskever et Ike Barinholtz fait Elon Musk. Le scénario est de Simon Rich, un ancien du Saturday Night Live. Un casting de prestige donc, et un sujet brûlant. Le genre de projet qu'un studio porte en fierté, pas qu'il cache. D'après Variety et le Hollywood Reporter, le 19 juin 2026, Amazon MGM a pourtant décidé de ne pas le sortir. Ni de le retoucher, ni de le repousser, juste de s'en séparer. Un film fini, des projections test aux réactions chaudes, et la maison qu'il a payée préfère qu'il vive ailleurs. La déclaration officielle tient en une phrase polie. Le film, dit Amazon, sera mieux servi par un autre studio. Voilà le genre de formule qu'on écrit quand on ne veut surtout pas écrire la vraie. Souvenez-vous de ce que ce film raconte. Fin novembre 2023, le conseil d'OpenAI écarte Altman du jour au lendemain, installe Mira Murati à la tête de l'entreprise par intérim, puis voit des centaines de salariés menacés de démissionner en bloc. 5 jours plus tard, Altman est de retour et c'est le conseil qui saute. Une vraie tragédie de pouvoir avec ses trahisons et ses revirements. Le matériau rêvé pour un cinéaste. Maintenant, posez le contraste qui rend l'affaire intéressante. D'un côté, un long métrage, quelques dizaines de millions de dollars de budget, une œuvre de divertissement. De l'autre, ce qu'Amazon a annoncé près de 4 mois plus tôt, le 27 février 2026, un partenariat avec OpenAI. 15 milliards de dollars investis tout de suite et jusqu'à 35 de plus à suivre, selon le Washington Times. Un mélange de nuages informatiques et de prise de participation. Mettez les deux objets côte à côte et le geste s'éclaire d'un coup. On n'arbitre pas entre deux films, mais entre un film et une relation à 50 milliards de dollars. Et la chose à bien voir, c'est qu'Amazon n'est pas seulement un studio. C'est un conglomérat qui vend du cloud, qui investit dans l'IA et qui produit des films, le tout sous le même toit. Le conflit n'est donc pas un accident de parcours. Il est inscrit dans la structure même de la maison. La question qui ouvre cet épisode n'est pas de savoir si le film est réussi. C'est de savoir qui, désormais, a le droit de raconter l'histoire de l'intelligence artificielle, et qui peut, sans le dire, décider qu'on ne la racontera pas. Chapitre 2: Hearst voulait déjà brûler le négatif. 1941. Un magnat de presse contre un jeune cinéaste et un chef-d'œuvre qu'on a failli ne jamais voir. Parce que cette histoire, Hollywood l'a déjà vécue, en pire. En 1941, un jeune homme de 25 ans, Orson Welles, termine Citizen Kane, le portrait à peine masqué d'un magnat de la presse, William Randolph Hearst. La rumeur remonte jusqu'à lui par une chroniqueuse mondaine et il ne se contente pas d'une lettre de protestation. Il déclenche une campagne en règle pour faire disparaître le film. D'après les archives de la chaîne publique américaine PBS, son émissaire à Hollywood appelle le patron du studio, George Schaefer, et le menace d'un procès. Les journaux de Hearst dans tout le pays retirent au studio jusqu'à sa publicité et fouillent la vie privée de Welles, jusqu'à l'accuser à mots couverts de sympathie communiste. Le plus brutal vient des autres patrons d'Hollywood. Mené par Louis Mayer, le dirigeant le plus puissant de la profession, un groupe de studios propose de racheter le film, pour en brûler le négatif. Pas le ranger dans un coffre, le réduire en cendres. Les grandes chaînes de salles, intimidées, refusent ensuite de le programmer. Schaeffer tient bon et sort le film quand même au Palace de Broadway, le 1er mai 1941. Mais étranglé, privé de la moitié des écrans du pays, il échoue au box-office.
Le studio en sortira fragilisé et Wells, lui, ne retrouvera jamais une telle liberté de création à Hollywood. La suppression a un prix et ce sont l'artiste et le diffuseur courageux qui le paient. Il faudra ensuite attendre presque un quart de siècle pour qu'on redécouvre le film et qu'on en fasse, pour des générations de critiques, le plus grand jamais tourné. Ce n'était pas un cas isolé. À la même époque, les studios tenaient leurs acteurs par des contrats si serrés qu'une comédienne, Olivia de Havilland, a dû porter l'affaire en justice pour s'en libérer. Hollywood a toujours supplié l'art aux intérêts de ceux qui le financent, ce n'est pas nouveau. Mais retenez surtout la mécanique de l'époque parce qu'on va la retourner dans un instant. Pour étouffer une œuvre en 1941, il fallait un homme puissant, vexé, qui décroche son téléphone et menace en personne. Le pouvoir de faire taire était visible, actif, presque théâtral. Il s'exerçait au grand jour et chacun pouvait nommer celui qui tirait les ficelles. Et il a fini par échouer, parce qu'à côté de l'empire de Hearst, il restait d'autres salles, d'autres journaux, d'autres critiques pour exhumer le film des années plus tard. La pluralité a sauvé Kane. C'est l'idée à garder pour la fin. Quand le pouvoir d'effacer se concentre en peu de mains, une œuvre meurt. Laissez-lui des sorties de secours, et elle finit toujours par passer. Chapitre 3. L'inversion. En 2026, le sujet du film n'a même plus besoin d'appeler. Voilà ce qui a changé, et c'est tout le cœur du sujet. En 1941, c'est Hearst, la cible du film, qui agit en personne. 85 ans plus tard, Sam Altman, lui, n'a rien à faire. Aucune trace d'un coup de fil d'OpenAI, aucune menace publique, aucune lettre d'avocat. Le studio s'en charge tout seul. Parce qu'Amazon n'est plus seulement un diffuseur de culture. C'est devenu le partenaire d'affaires du sujet même du film. Et un partenaire à 50 milliards de dollars ne laisse pas sortir, sous sa propre marque, un portrait gênant de celui qui tire l'autre bout du contrat. Lisons ça en économiste, pas en moraliste, parce que c'est là que la grille devient utile. La question n'est pas de savoir si les dirigeants d'Amazon sont cyniques, elle est de savoir où penchent les incitations. Quand le même groupe finance l'intelligence artificielle d'un côté et distribue de l'autre la fiction qui la juge, il porte en lui un conflit permanent qui n'a même pas besoin qu'on l'active. Il suffit que dans une salle de réunion, quelqu'un calcule qu'un film à quelques dizaines de millions ne vaut pas le moindre froissement d'une relation à 50 milliards. Et l'œuvre disparaît du catalogue, proprement, sans esclandre, sans la moindre empreinte de pression extérieure. C'est une censure d'un genre nouveau, et bien plus efficace, justement parce qu'elle ne ressemble pas à de la censure. Hearst devait se salir les mains et y laisser sa réputation. Amazon, lui, range le négatif dans un tiroir en expliquant qu'un autre le servira mieux. Le mot juste n'est pas interdiction, c'est autocensure de dépendance. Le pouvoir de faire taire n'a plus besoin de s'exercer. Il est devenu une prudence intériorisée par celui qui a trop à perdre. Et ce réflexe ne s'arrête pas à un film. Amazon vend aussi du cloud aux rivaux d'OpenAI, produit des séries, héberge des livres. Chaque branche du conglomérat ajoute une raison de ne froisser personne d'important. La prudence devient un climat, pas une décision. Regardez en plus à quel point la sortie de secours se rétrécit. Aujourd'hui, l'essentiel du cinéma premium passe par une poignée de plateformes, Netflix, Apple et justement Amazon. Or, ces mêmes maisons nouent les unes après les autres des liens financiers avec les laboratoires d'intelligence artificielle. Le jour où les rares acheteurs sérieux sont tous adossés au même labo, le portrait gênant n'a tout simplement plus de porte où frapper. Et c'est précisément parce que personne n'aura donné d'ordre que le geste sera impossible à attaquer. Face à Hearst, on pouvait désigner un coupable, l'attaquer, le ridiculiser dans la presse rivale. Devant une incitation économique diffuse, vous accusez qui ? Ni le marché, ni un partenariat ne se laissent traîner devant un juge. Il n'y a plus d'adversaire, seulement une pente. Chapitre 4. Ce qui ne se tournera pas. Le danger n'est pas un film enterré, c'est une génération d'œuvres qui ne naîtront jamais. Tenons honnêtement les deux versions d'histoire, parce qu'un épisode sérieux ne cherche pas un seul camp. Version sobre, d'abord. Un studio gère une relation commerciale, comme il l'a toujours fait, et l'agence qui représente le film lui cherche déjà un autre distributeur. Donc l'œuvre finira sans doute par sortir, et on aura crié au loup pour rien. C'est plausible, et il faut le dire franchement, le marché du cinéma ne se réduit pas à un seul acheteur, la pluralité dont on parlait au chapitre 2 survit, au moins en partie. Version inquiétante maintenant. Le problème n'est jamais le film qu'on voit retirer,
et dont justement tout le monde finit par parler. Ce qui compte vraiment, c'est tout ce qui ne s'écrira plus, en silence, parce que personne n'a envie de gâcher des années de travail pour rien. Un scénariste qui sait que les grands studios sont désormais adossés au laboratoire d'IA réfléchira à 2 fois avant de lancer un projet critique sur Altman, sur Musk, sur les figures de cette industrie. Et ce calcul-là ne laisse aucune trace. Aucun film abandonné à montrer du doigt, seulement des œuvres qui n'existent pas et qu'on ne peut même pas regretter, faute d'en avoir jamais entendu parler. Les économistes ont un nom pour ça, l'effet refroidissant. Une sanction visible en dissuade 100 autres qu'on ne verra jamais venir. L'histoire des médias en regorge. Dans les années 50, la télévision américaine vivait de ses annonceurs, et un seul sponsor mécontent pouvait faire couper une émission, si bien que les producteurs apprenaient à éviter d'eux-mêmes tout ce qui fâche. Hollywood, lui, s'était doté du code Hays, une autocensure que l'industrie s'imposait pour devancer la critique et la morale publique. À chaque fois, le mécanisme est le même. Ce n'est pas l'interdit frontal qui façonne le paysage, c'est la prudence anticipée de ceux qui produisent. Et il y a une asymétrie qui aggrave tout. La légende favorable, elle, trouve toujours son budget. Les laboratoires d'IA financent volontiers documentaires admiratifs et accès privilégié à leurs fondateurs, pendant que le regard critique, lui, perd son distributeur. D'un côté, la géographie bien dotée, de l'autre, la critique sans salle. Regardez le paysage qui se met en place. Les studios ont besoin du capital et de la puissance de calcul des géants de l'IA pour produire à moindre coût. Ces géants, en retour, ont besoin qu'on les filme en pionniers plutôt qu'en apprentis sorciers, qu'on raconte leur légende avec bienveillance. Les 2 mondes se rapprochent, soudés par l'argent autant que par le besoin de récit. Et quand celui qui finance la caméra est aussi celui qu'on filme, la caméra apprend, tout doucement, à regarder ailleurs. Chapitre 5. Qui garde le droit de raconter ? La grille, pour ne pas confondre prudence d'affaires et capture du récit. Alors, qu'est-ce qu'un esprit lucide fait concrètement de tout ça ? D'abord, il apprend à reconnaître la signature d'une autocensure de dépendance. Elle ne dit jamais son nom, elle se cache derrière le vocabulaire du calendrier et du positionnement, derrière l'idée qu'une œuvre serait mieux servie ailleurs. Le signal à guetter, ce n'est pas le motif annoncé, c'est la géométrie des intérêts qu'il y a derrière. Devant chaque décision culturelle qui vous surprend, posez-vous 2 questions simples. Qui finance celui qui décide et quel partenaire ce contenu pourrait-il froisser ? Si les 2 réponses pointent vers le même nom, vous savez ce que vous regardez. Ensuite, souvenez-vous qu'on a déjà su répondre à ce problème. En 1948, la Cour suprême américaine a forcé les studios à vendre leurs salles de cinéma dans un arrêt resté célèbre contre Paramount. L'idée était simple et toujours valable. Celui qui produit un film ne doit pas contrôler en même temps la seule porte par où le public y accède. Séparer la création de la distribution, c'était déjà ça, protéger la diversité contre la concentration. La même question revient aujourd'hui à un cran de plus. Faut-il empêcher qu'un même groupe finance l'intelligence artificielle et tienne les tuyaux par où passent les récits qu'on en fait. Car ce qui nous protège, au fond, c'est la pluralité des distributeurs. Citizen Kane a survécu parce qu'il restait des salles et des voix hors de l'empire de Hearst. Ce qui peut sauver Artificial, c'est exactement la même chose. D'autres maisons qui ne soient pas toutes adossées au même laboratoire. Pour un patron de médias, pour un investisseur, pour un journaliste, l'enjeu n'est donc pas ce film-ci, qui finira sans doute par trouver preneur. C'est de préserver consciemment des canaux que les laboratoires ne tiennent pas, des lieux où le portrait dérangeant peut encore exister. La grille finale tient dans une seule tension, et je vous la laisse. Une technologie qui transforme le monde a besoin qu'on puisse la raconter librement, y compris contre ceux qui la fabriquent. Or, ceux qui la fabriquent sont en train de devenir aussi ceux qui financent les histoires qu'on en fait. Tant qu'il restera plusieurs portes de sortie, le portrait gênant finira par passer, comme Kane est passé. Le jour où il n'en restera qu'une seule, on ne saura même plus ce qu'on ne voit pas. Vous écoutiez Amazon enterre le film sur Sam Altman. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.